Bonjour à toutes et à tous, je suis Maja Ying à Beijing. Bienvenue dans cette émission spéciale coproduite par CGTN et Euronews. Et j'ai le grand plaisir de co-présenter cette émission avec ma consoeur d'Euronews, Maya. Bonjour Maya, comment allez-vous? Bonjour Jiaying et merci à tous d'être ici, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors dans cette émission, nous allons tenter de répondre à des questions que beaucoup de personnes en Chine mais également en Europe se posent. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer nos métiers? Quelles compétences humaines resteront indispensables? Et comment pourra-t-on redistribuer les gains massifs de productivité gérés par l'IA? Et effectivement, quel est l'état actuel du développement de l'intelligence artificielle en Chine et en Europe? Et face à ce défi commun, quelles sont les initiatives de coopération qui existent entre la Chine et l'Europe? Quelles sont les perspectives qui se dessinent pour l'avenir? Alors, pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités, Monsieur Ding Yifan, économiste, professeur à l'Institut de gouvernance mondiale et de développement de l'Université Renmin de Chine, et Alex Wang, directeur général de Nosphère Culture et Technologie. Bonjour. 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 Et du côté européen, moi j'ai le plaisir d'accueillir Ghiseline Rondeau, docteure en sciences de gestion, chercheuse à l'Université de Liège en Belgique, spécialisée dans la gestion du changement et de la digitalisation au travail, ainsi qu'Aladin Faré, producteur et réalisateur. Bienvenue à vous. Alors, merci de votre invitation. Notre plaisir, mais justement, alors on va peut-être commencer un peu par une question innocente et un peu concrète. Vous êtes tous ici présents des spécialistes de l'IA, mais quel est justement votre usage personnel à vous de l'intelligence artificielle? Comment l'utilisez-vous dans votre travail? Alors peut-être on commence par Ding Yifan. Oh, très bien. J'utilise constamment l'IA, surtout l'IA chinois, pour améliorer mes recherches, etc. Je suis souvent invité à faire des discours, à organiser des conférences. Maintenant, ça facilite beaucoup mon travail. Donc, autrefois, il fallait que je cherche des documents, organise le cadre de travail, le cadre d'analyse, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Alors qu'aujourd'hui, je donne un ordre à l'IA et souvent, j'ai la réponse en quelques secondes. Et puis, il suffit d'améliorer le contexte et d'ajouter des choses. Ça y est. Vous avez eu, vous aussi, un usage de l'IA assez régulier? Oui, utilisé comme comment dire, bras droit ou bras gauche. C'est pour trouver des données, pour collectionner les exemples et aussi, de temps à autre, pour lui demander d'améliorer un peu le style. Voilà. D'accord. Aladin, vous, dans votre métier? Je pense que, enfin, j'imagine maintenant la question serait plutôt qui n'utilise pas l'IA dans la vie de tous les jours pour relire ses mails ou faire un petit poster d'événements. C'est toujours plus rapide, même si nos amis graphistes sont peut-être pas très contents. Et même dans le cadre de mon métier pur, pour donner une anecdote, même une fois j'ai lu, parce qu'il y avait une réalisatrice qui m'avait envoyé un scénario, je l'ai lu. Le scénario était pas très bon, je dois quand même le dire. Et en fait, par curiosité, j'ai quand même demandé à ChatGPT et DeepSeek de le relire et de lui donner une note. Ils ont été très généreux, ils lui ont donné un 7 sur 10, alors que moi, je lui donnais juste un 3 sur 10. Donc, des fois, on a quand même des surprises. Et vous, Ghiseline, justement, vous l'observez, le travail, mais est-ce que vous utilisez dans votre vie personnelle? Bien sûr, je l'utilise pour de la recherche d'informations, pour condenser l'information et aussi pour améliorer les qualités formelles des documents. Maintenant, pour s'extraire un peu de l'utilisation, pour en parler un peu de façon plus large, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un peu le stade de déploiement de l'intelligence artificielle dans le travail. Vous disiez justement Aladin, mais maintenant, qui ne l'utilise pas? Mais finalement, si on fait aussi un comparatif avec la Chine, à quel stade de déploiement on est? Je pense à Alex Wang particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire que le déploiement est en cours. Parce que quand on parle de l'IA, on regarde 3 points. Donc le modèle, l'infrastructure, donc le chipset, l'électricité, etc. Et troisièmement, l'usage. Je pense que la relation avec le travail, concerne l'usage. L'usage, qu'est-ce que c'est? C'est
premièrement, c'est une automatisation de plus en plus étendue. Et deuxièmement, on voit l'utilisation de solutions hybrides entre machines et humains. Et troisièmement, on voit aussi émerger plus ou moins vite les nouveaux métiers, nouveaux métiers et de nouveaux acteurs. Donc, si on regarde déploiement, donc on a deux images un peu différentes. La Chine, c'est un déploiement massif et rapide. Donc, le gouvernement investit beaucoup. Et la philosophie en application en Chine, c'est que on fait d'abord, on réglemente après. Et alors, côté Europe, c'est plus prudent, on regarde les règles à mettre en place, et donc c'est moins vite. Et donc, ça prend plus de temps pour définir, pour regarder ce qui devrait mettre en place pour la sécurité et la privacy. Alors justement, pour revenir un peu à une question un peu plus spécifique, et je m'adresse ici à Ding Yifan, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'IA transforme les tâches ou elle transforme des métiers entiers? Pour le moment, en Chine, je pense que ça concerne surtout les tâches, mais pas encore les métiers tout entiers. On exagère souvent, dans l'opinion publique, on exagère un peu l'impact de nouvelles technologies sur les métiers. Et en fait, en réalité, c'est encore les impacts touchent surtout la manière dont on fait son travail. Par exemple, j'enseigne à l'université autrefois pour des informations, des documents, etc. On s'appuie principalement sur les étudiants. Les étudiants, chercheurs, aspirants, etc. Ils vont servir de robots de travail, etc., pour essayer de trouver des documents, trouver des pistes de recherche, etc. Maintenant, avec le service de l'IA, ça se fait en quelques secondes et on n'a plus besoin de tellement d'assistants pour cela. Je vais peut-être rebondir là-dessus parce que le métier d'artiste, on voyait aujourd'hui Aladdin, il suffit quelques lignes de mots pour produire un film déjà sur IA. Est-ce que vous voyez le métier d'artiste ou de producteur comme vous qui est en train d'être transformé totalement? C'est vrai que quand on travaille dans l'industrie culturelle, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'il peut devenir réalisateur, producteur, graphiste. Ouais. Même une fois, j'étais vraiment impressionné. Non, mais on est un peu le métier où tout le monde pense que tout le monde va être réalisateur après tout. Donc tout le monde se dit qu'avec l'IA, il va pouvoir le devenir. C'est vrai qu'une fois, par exemple, quand j'avais utilisé Sora 2, j'avais mis une prompt qui était absolument ridicule. Je voulais un chat qui courait dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale avec un dirigeable qui passait au-dessus. Et Sora m'a sorti ça en quelques secondes. Alors après, apparemment, ça coûtait $5 à OpenAI à faire, mais c'était particulièrement impressionnant. Par contre, là où je veux quand même mettre un bémol, c'est que si vous n'avez pas une idée créative, c'est pas la machine qui va le faire pour vous. Ça, c'est le premier point. Et je pense que deuxième point, par exemple, j'ai travaillé sur un documentaire qui est encore en cours de production, donc je vais pas en trop dire, mais c'est un documentaire qui a un gros lien avec l'histoire, donc on peut pas utiliser on peut pas retourner des séquences parce qu'elles se sont déroulées il y a très très longtemps, ou alors on n'a pas les images d'archives, et donc en fait on a réutilisé l'IA pour recréer. Alors ça devient quasiment un film d'animation mais qui se veut réaliste, mais pour le coup il y a un énorme travail de recherche. Retrouver les vêtements des personnes, réinterviewer des témoins, s'assurer qu'on raconte pas des bêtises. Parce que oui, demain on peut demander à ChatGPT de nous faire un scénario, mais si c'est pas basé sur des recherches concrètes et s'il n'y a pas des gens, une équipe très 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 professionnelle qui est dessus, ça va pas être possible. Et pour donner un dernier exemple, ce qui était intéressant, c'est qu'au final, donc on fait, je vais pas aussi décrire tout le matériel de la manière dont on produit les choses, mais l'idée de faire le mouvement des images au sein de ce documentaire, dans ce cas, on a carrément, il y a un caméraman qui est rentré dans l'équipe. Et l'idée, c'est qu'un caméraman, il va écrire les prompts et il va comprendre le jeu de la caméra. Mais si jamais moi je le fais, je serais peut-être moins bon. Et si jamais on prend quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, ça va être encore plus difficile d'avoir un bon résultat. Donc
Ça change nos métiers. Il y aura peut-être moins de gens je voudrais pas être un animateur 3D, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a encore des projets intéressants qui sont devant nous. Alors justement, peut-être pour revenir un peu, ou pour parler surtout des risques actuels et des limites actuelles de l'IA, puisque c'est aussi ce qu'on voit en ce moment. Il y a eu une lettre ouverte il n'y a pas très longtemps, et on en parlait, Aladin en parlait justement de ChatGPT. Il y a eu une lettre ouverte en France où des spécialistes de renom ont appelé à suspendre immédiatement les expérimentations de l'IA à grande échelle, comme ChatGPT, invoquant des risques majeurs pour l'humanité. Et alors, quand vous entendez ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de diagnostic ou est-ce qu'on est totalement alarmiste ? On ne sait pas, parce que pour le moment, on ne sait pas où va ChatGPT, etc. Dans quel sens ça va évoluer si, par exemple, on va créer une machine tellement dangereuse que finalement, personne n'arrive à le contrôler. Mais heureusement, jusqu'à l'heure actuelle, l'IA reste encore une machine à penser qui n'a pas les moyens d'action. Si demain, l'IA crée une alliance avec des robots industriels ou avec des robots humanoïdes, ça devient probablement plus dangereux. Mais pour le moment, l'IA reste encore une espèce d'intelligence dans les machines, donc c'est encore contrôlable. Voilà, Monsieur Ding-Yuan, on voyait que dans le plan quinquennal, on a prévenu un développement rapide de l'IA dans les prochaines 5 années, mais est-ce qu'on a aussi des initiatives qui traitent les points de risque, comme on a discuté tout à l'heure? Quelles sont les pensées actuellement en Chine sur les risques de l'IA et quelles sont les initiatives mises en place? En Chine, il n'y a pas tellement de risques. En fait, le risque viendra probablement de la scène internationale, car pour le moment, l'IA est devenue à rendre la campagne de désinformation tellement facile que finalement, on utilise l'IA pour produire des informations complètement fausses, des fake news, etc. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Donc, au conflit militaire en Ukraine, il y a toutes sortes de fake news, de désinformations qui ont été créées, et quelquefois avec l'assistance de l'IA, mais les informations annoncées sont tellement véridiques que finalement, le grand public serait facilement proie de désinformations. Et dans ce cas-là, l'opinion publique n'est plus tellement stable face à une telle situation. C'est pour ça que le gouvernement chinois propose. Je suis à Guangzhou pour un forum international. Là, les participants proposent de créer une espèce de communauté éthique pour le développement de l'IA. Donc, pour que l'IA soit au service de bonnes causes et non pas servi à manipuler l'opinion publique, par exemple, à travailler. Parce qu'une fois la machine conduite dans une voie plus ou moins dangereuse, ça peut devenir l'instrument pour des personnes mal intentionnées. Voilà. Mais alors du coup, par extension, et je m'adresse à vous, Ghiseline, comment est-ce qu'on fait pour vraiment réguler l'usage de l'IA dans les entreprises? C'est quoi aujourd'hui la priorité? La priorité est effectivement de sécuriser les usages. Donc, on a un phénomène qui s'appelle le shadow AI, qui est justement ces usages un peu informels, ces usages de l'ombre. Et donc, il s'agit de les détecter, non pas pour les interdire, parce que c'est là aussi que se trouvent les foyers d'innovation, mais plutôt sensibiliser à la sécurité, notamment dans la divulgation des données. Et donc là aussi, ça passe par une anticipation en termes de compétences, donc dans l'usage de l'outil, et aussi, dans la mesure du possible, associer les travailleurs même à la conception de l'outil, donc vraiment qui soit dès l'implémentation, qui soient associés, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le métier, qui connaissent le mieux le risque et qui pourront alors du coup être engagés sur des usages responsables.
On voit que la Chine et l'Europe ont déjà organisé récemment le premier forum sur l'innovation et la coopération mondiale pour un développement durable de l'intelligence artificielle. Monsieur Ding Yifan, comment analysez-vous cette notion de durabilité? Qu'est-ce que ça veut dire la durabilité dans le domaine de l'intelligence artificielle? Donc il faut faire en sorte que le projet de l'investissement dans le développement de l'IA ne soit pas que prétexte de bulle financière. C'est ça la durabilité. Pour que le projet de développement de l'IA soit durable, il faut que le développement de ces grands modèles, des données, etc., soit applicable dans des cas précis qui pourraient produire des effets bénéfiques à l'élévation du niveau de la productivité, par exemple, ou à produire des effets qui pourraient produire des bénéfices pour l'investissement. Car jusqu'à maintenant, en dépit de l'investissement massif de l'argent dans le développement de l'IA, des sociétés américaines dites de l'IA ne font aucun profit. C'est encore à l'état d'un investissement massif. Mais l'investissement est tellement important avec très peu de perspectives de fruits de l'exploitation de l'IA fait craindre à l'opinion publique que ce genre de bulle va éclater prochainement. L'éclatement de cette bulle de l'IA aux États-Unis pourrait provoquer une grande crise. Probablement plus grave que 2008. Donc tout cela crée des doutes sur la durabilité de l'IA. J'ajouterai un point qui est sous un angle différent. Il faut que l'IA soit durable aussi. Il faut penser à l'énorme énergie, surtout l'électricité qu'il utilise. Voilà, pas seulement en Chine, mais en Europe. Si l'énergie vient à manquer, l'IA ne peut pas être durable pour tout le monde. Je voudrais juste creuser un peu là-dessus pour vous, Monsieur Ding Yifan et Monsieur Wang. Pour vous, est-ce que la durabilité peut devenir le mot-clé pour la coopération sino-européenne dans le domaine de l'IA dans le futur? Je me fais l'écho de M. Wang sur les relations entre l'énergie et le développement de l'IA. En fait, oui, à l'américaine, les grandes sociétés produisent de plus en plus de grands modèles avec de plus en plus de données, etc. Mais ça consomme une quantité d'électricité énorme que finalement, des petites villes ne peuvent pas satisfaire à la consommation de l'électricité de cela. Mais en Chine, le développement de l'IA a une logique pratiquement au contraire. C'est-à-dire que dans les entreprises qui commencent à développer l'IA et des entreprises de manufacture, etc., elles se contentent de développer des IA, des petits modèles, pas de grands modèles, des modèles relativement limités avec des données effectives. Économes. Si bien que ce genre de modèle consomme peu d'électricité. Cela n'ajoute pas une surcharge de consommation de l'électricité, donc ça ne pourrait pas causer une consommation d'électricité à outrance. Et c'est ça la grande différence. C'est pour ça que le modèle chinois de développement de l'IA est considéré comme plus durable que le modèle américain, par exemple. Voilà, donc c'est un modèle économe. Donc l'IA peut avancer main dans la main avec l'énergie verte et aussi, d'un autre côté aussi, on incite sur l'utilisation de open source. Au lieu de modèles fermés, on répète la même chose, mais chacun essaie de sortir son modèle et en provoquant beaucoup de tabdi. Oui, de ce point de vue, je suis plutôt persuadé que déjà en Europe, il y a beaucoup de PME, surtout des PME technologiques, qui utilisent déjà d'une manière ou d'une autre l'IA chinois
pour améliorer leur design, leur conception, leur niveau technologique, car tout dernièrement, il y a une agence de sondage d'opinion aux États-Unis qui a fait une enquête à Silicon Valley. Donc là où il y a le plus de sociétés d'Internet, de sociétés technologiques. Et là, ils ont découvert que finalement, à peu près 80% de ces PME technologiques américaines utilisent des EI chinois de source ouverte. Car les EI chinois sont gratuits et de source ouverte. Ils peuvent développer leur propre application sur la base de l'EI chinois. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que la coopération sino-européenne dans le domaine de l'énergie il doit être ensemble avec cette coopération dans l'IA? On peut y aller dans ce sens-là. Yang, je serais intéressée par peut-être demander à Ghislaine et à Aladin un peu s'ils pensent tous les deux qu'il faudrait aujourd'hui qu'on intègre vraiment l'IA dans les programmes éducatifs, c'est-à-dire dans les générations futures. Comment est-ce qu'il faudra que les jeunes soient totalement au courant aussi des métiers qu'ils feront plus tard? Est-ce que vous pensez que c'est une priorité? Voilà, Ghislaine, peut-être vous. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une priorité. Et de toute façon, l'outil existe. Donc, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là et continuer à l'ignorer dans les programmes de formation. Donc, je pense qu'il faut vraiment doter les étudiants des compétences à la fois d'utilisation, des compétences cognitives, de comprendre un peu, ouvrir cette boîte noire qu'est l'IA pour comprendre un peu ses fondements, notamment probabilistes, les langages de modèles, etc. Et aussi qu'ils apprennent à s'en servir avec le recul critique nécessaire, donc qu'ils ne prennent pas pour acquis les résultats, qu'ils puissent quand même trianguler les sources. Donc voilà, je préfère les doter des compétences d'utilisation que d'essayer de détecter, par exemple, dans les travaux d'étudiants, s'ils s'en sont servis ou pas. Parce que je pense qu'on n'en est plus là, on n'en est plus à essayer de réfréner les usages ou de les détecter pour les sanctionner, mais au contraire, qu'ils s'en servent comme un levier supplémentaire pour faire avancer leur réflexion et être préparés au marché du travail de demain. Aladin, vous êtes d'accord aussi avec ça? Oui, globalement. Après, c'est marrant parce que cette question, ça me rappelle quand j'étais au collège, j'avais 13-14 ans, Google Translate venait de sortir et on espérait désespérément de l'utiliser pour faire nos devoirs, mais ça marchait vraiment pas bien à l'époque. Mais au-delà de cette anecdote, je sais que maintenant j'ai plusieurs de mes amis profs qui en fait maintenant sont terrorisés à l'idée de donner des devoirs à la maison notés. Parce que après, les étudiants qui ont 5 sur 20 en moyenne, ils reviennent avec des devoirs qui soudain valent 18 sur 20. Ouais. Donc ils sont complètement en train de l'ont mis dans repenser. Ouais. Voilà, complètement. Et évidemment, et ce qui est énorme, c'est qu'après les jeunes qui ont 12 ans, qui d'habitude ont 5 sur 20 en devoirs à l'école, enfin en contrôle, pensent que soudain, parce qu'ils étaient à la maison, soudain ils ont leur note à tripler. Enfin, ça prouve bien qu'il faut quand même recevoir une éducation et grandir. Mais alors là encore, c'est juste un point de vue de citoyen, mais oui, j'imagine qu'il faut clairement dire aux jeunes comment utiliser ChatGPT, parce que moi-même je l'ai vu dans mon travail, des fois pour mes travaux de recherche, ChatGPT va nous mentir des fois. Pour bien faire le travail, ChatGPT, je pense que DeepSeek, voilà, ils vont nous mentir, donc au bout d'un moment, il faut quand même qu'on apprend à savoir c'est quoi nos sources, comment utiliser cet outil, et j'imagine qu'il y a des pédagogues qui sont en train de travailler sur ces questions. Peut-être qu'on peut faire passer un peu au rapide un tour de table pour l'avenir, un peu, pour essayer de regarder comment chacun des invités qui sont là voit l'avenir, parce que c'était la question initiale que j'avais qui était le déploiement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est ce qui crée aussi l'inquiétude, en tout cas en Europe, parce que j'ai le sentiment qu'en Chine, on est moins inquiet. Mais en Europe, il y a quand même une inquiétude très forte vis-à-vis de l'IA. Et justement, la question, c'est souvent de se dire, mais en fait, on va vers une croissance ultra rapide, comme je l'ai entendu. Mais c'est quoi vos perspectives d'avenir, du coup? Je pense que le développement de l'IA ne fait que commencer. On est encore à son étape préliminaire. Il faut que cette technologie se développe davantage, mais il faut aussi que les infrastructures, par exemple l'électricité, la production de l'électricité,
le développement des applications de l'IA dans tous les domaines. Et probablement, il y a aussi un moyen de télécommunication dans l'avenir pour promouvoir l'usage de l'IA de façon plus facile. Alex Wang, peut-être? Comme le professeur Ting l'a dit, on est au commencement de la révolution de l'IA. On a parlé de la Chine qui est rapide et massive. On a parlé de l'Europe qui est prudent et réglemente un peu en avance. Je pense qu'il faudrait pour le futur modèle hybride, donc c'est l'agilité de la Chine avec une prudence européenne. Très bonne symbiose. Ok. Aladin, peut-être, et Ghislaine? Rapidement, quand même, pour rebondir sur les propos de monsieur Alex Wang, certes, peut-être qu'en Europe, sur certains sujets, on est peut-être plus prudent, mais moi, je l'ai vu dans les pubs du métro parisien, sur certaines pubs de l'avion que j'ai pris ce matin de l'entreprise KLM, qui est néerlandaise, j'ai vu des pubs qui étaient créées avec l'IA. Et même en ce moment, alors qu'en ce moment en Chine, maintenant il y a des documentaires qui sont faits 100% avec l'IA, qui sont déjà en ligne sur les plateformes comme Tencent Video ou iQIYI. Bah là, Canal+, enfin le groupe Canal+, va mettre un documentaire en grosse partie fait avec l'IA, qui est sur le masque de fer. Donc je pense qu'on avance aussi. Alors encore, c'est juste ma petite lorgnette sur mon domaine. Et concernant le futur, je pense qu'effectivement, on n'est qu'au début de l'histoire et on est clairement à un moment, l'équivalent d'un moment Internet. Et du coup, dans le monde du travail, Ghislaine? Le taux d'adoption actuel n'est pas très élevé, donc c'est difficile de s'appuyer pour faire des projections qui soient solides. Mais on voit bien que les gains de productivité, pour le moment, sont surtout au niveau individuel. Donc, ça n'a pas encore métamorphosé l'entreprise, puisqu'on n'a pas recours à l'outil dans toutes les fonctions en même temps. Donc, par exemple, si votre collègue ne travaille pas avec l'IA et vous bien, vous allez peut-être lui envoyer plus de choses ou plus rapidement, mais lui, le traitement ne sera pas accéléré. Donc, à part faire un boulot d'étranglement, ça ne va pas transformer les gains de productivité de l'entreprise. Mais je pense qu'effectivement, dans la lignée de la transformation digitale qui n'est pas récente, hein, je veux dire, qui se souvient encore du temps où on n'avait pas de calculatrice ou pas de GPS? Donc, je pense qu'effectivement, on va voir une transformation progressive des métiers. Comme par exemple, quand le traitement de texte est arrivé, le métier de secrétaire a fortement évolué et est devenu maintenant plutôt assistante de direction, etc. Donc, je pense que c'est un levier qui va effectivement accélérer la transformation digitale dans certains métiers, mais que par ailleurs, d'autres métiers vont quand même rester globalement, je ne vais pas dire protégés, parce que ce n'est pas nécessairement une menace, mais tous les métiers où il y a une interaction sociale, par exemple, ben ça va rester. Tous les métiers où on a une composante de créativité complexe, tous les métiers où on a besoin d'intelligence émotionnelle, d'un jugement éthique nuancé, d'un recul critique, de pouvoir être agile dans des environnements qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus imprévisibles, ben toutes ces constantes-là, finalement, au niveau des métiers de demain, seront toujours présentes. Donc, c'est des composantes humaines que là, la machine ne pourra pas remplacer. Moi, ce que je retiens beaucoup, en tout cas, de ce qu'on a... de cette conversation, c'est beaucoup les différences d'approche entre Chine et Europe quand même, parce que je trouve que je vois, en vous parlant et en vous écoutant, qu'il y a quand même des nuances. Et je trouve aussi que ce que Ghislaine disait justement sur la dimension humaine, pour moi, j'ai le sentiment, en vous entendant, que la dimension humaine sera non seulement protégée, mais elle va être valorisée davantage parce qu'on aura l'IA à côté. Et ça, je trouve que c'est un point de vue qui peut être très rassurant pour les gens qui aujourd'hui, comme nous tous, s'inquiètent beaucoup de cette transformation. Mais je trouve que c'est un point essentiel parce que justement, ça veut dire l'humain, c'est non seulement au centre, mais va être encore plus important. On valorisera sans doute encore plus le travail humain, les services à la personne, ce qui fait que justement, on ne peut pas aujourd'hui vivre sans la création, la créativité de l'homme. Merci Maya et merci à tous nos invités d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.